Merci de nous regarder de partout à RDC, mais aussi dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo Léo. Nous recevons en exclusivité Jean-Paul Ngahangondi, député honoraire de la province du Nord Kivu, élu de Beni territoire sur la situation de l'Est de la RDC, la guerre du M23, mais également la guerre des terroristes ADF du côté de Beni et de l'Ituri. Jean-Paul Ngahangondi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Présentez-vous à nos téléspectateurs et auditeurs. Appelez-moi Maître Jean-Paul Ngahangondi et je suis défenseur judiciaire. On m'appelle autrement avocat du peuple, mais également je suis le fondateur d'une organisation des droits de l'homme communément appelée CRDH, qui chapeaute des provinces de la République du Nord Kivu, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, une ancienne organisation qui a beaucoup travaillé sur la question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, mais également je suis un député provincial honoraire du Nord Kivu. En tout cas, vous suivez de très près, de très loin la situation de l'Est, dont notamment la situation dans les territoires de Rutshuru. Comment vous analysez la situation sécuritaire actuelle? La situation sécuritaire dont on est en train de décortiquer à ce moment, ce n'est pas seulement une situation en fait qui détériore la condition de vie de nos paisibles populations dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, mais également dans les territoires de Nyiragongo, les territoires de Masisi, et aujourd'hui, comme vous le savez, et ces criminels communément appelés M23 sont dans le territoire de Lubero. Vous en êtes informé, vous êtes journaliste. Et donc, comment j'analyse cette modique situation? Mon analyse est simple. Messieurs les journalistes, vous savez, lorsque on n'est pas gouverné, et c'est toujours de cette manière que les choses se détériorent, les choses se compliquent. Aujourd'hui, on ne sait pas si réellement la République est administrée. Parce que ceux qui sont au pouvoir, il faut dire qu'il semble qu'ils ne contrôlent absolument rien. Et ils ne contrôlent absolument rien. Pourquoi? Parce que juste au début, quand il y avait des murmures sur la présence des rebelles qui étaient en train, bien sûr, de s'organiser en Ouganda, donc à partir de la République ougandaise, pour nous attaquer. Moi, j'étais parmi le premier député provincial du Nord Kivu qui avait alerté. Et j'alertais, mais personne ne m'écoutait. J'avais même initié des mentions résidentielles à l'hémicycle, mais qui m'écoutait à cette époque-là? Personne. Et c'est comme si ça ne concernait pas les pouvoirs publics. Et par la suite, après quelques semaines, on a appris la chute de Bunagana. Et entre les mains de ces rebelles, malheureusement, notre gouvernement, le pouvoir central, là, je voudrais dire d'une manière claire que le pouvoir central, parce que comme vous le savez, la question de la guerre n'est pas une question qui relève de la compétence du pouvoir provincial, ça relève plutôt de la compétence du pouvoir national. Et Kinshasa avait fait semblant comme si Bunagana n'était pas une partie du territoire national congolais, au point de laisser ces rebelles à Bunagana dans le territoire de Rutshuru et dans le territoire de Rutshuru et Sir pendant au moins 6 à 8 mois. Et pendant tout ce temps-là, ces rebelles étaient en train de s'organiser, bien sûr.
Et par la suite, ils ont commencé à conquérir des espaces sans qu'on ne puisse assister à une moindre résistance de la part de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Du coup, on avait commencé à cette époque-là de parler de traîtrisme au sein de nos forces de la défense, et le chef de l'État lui-même en avait parlé après nous, quand bien même à cause de dénoncer cette situation, la complicité de certaines personnes au sein de notre armée, j'avais fait la prison Munzenze sur ordre de l'ancien gouverneur militaire Ndima Constant. Et aujourd'hui, messieurs les journalistes, voilà que l'ennemi est en train de gagner l'espace au lieu qu'il soit neutralisé par notre armée. C'est pas que notre armée était capable, je ne dirais pas ça, mais c'est parce que l'armée est abandonnée par le régime de Tshisekedi qui est capable, je dis bien, d'organiser notre armée et de dénicher ce qu'il a toujours appelé des complices. On sait de cette armée, on sait de nos forces de l'ordre et de renseignement, et est capable aussi de doter de cette armée de tous les moyens nécessaires pour que cette armée soit à même de faire face à ce qui, en fait, déstabilise notre chère patrie. Et donc, on ne sait pas si réellement il y a ne fût-ce un État dans ce pays à cause de tout ce que nous sommes en train d'assister. Ça se passe de l'autre côté, mais dans la région de Beni, où j'étais né, la situation sécuritaire, elle est devenue tellement pourrie, on sait de commencer à sortir des odeurs nauséabondes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas des opérations militaires contre les criminels rebelles ADF, des rebelles ougandais, qui depuis le 2 octobre 2014 égorgent à toute quiétude nos compatriotes qui sont dans cette partie du territoire congolais. Oui, à Jean-Paul Hangonde, il y a l'avancée des terroristes du M23 après la chute de Nyanzale, Kibirizi et Rwende. On peut dire que Evichumbi également, on peut dire que c'est une complicité de la MONUSCO ou de la part de nos forces armées ou de notre gouvernement, comme l'ennemi est à quelques kilomètres donc de la commune de Kanyabayonga. Moi, je dirais tout simplement que tous ceux qui sont responsables ou tous ceux qui ont la charge de protéger la population, il sait bien. Là, je vois le pouvoir central qui a l'armée dans ses attributions, qui a la sécurité de la population, il sait bien dans ses attributions. Le pouvoir provincial, là, je suis en train de parler des autorités et politico-administratives, mais également les autorités de notre armée, les autorités, je dirais, de nos services de l'ordre et des renseignements, et avec, bien sûr, les partenaires du gouvernement de la République démocratique du Congo, et aussi la mission des Nations Unies leur donne, cette MONUSCO-là, je suis en train de parler d'elle, le mandat de sécuriser la population congolaise, il sait bien, sont tous ou seraient tous complices, parce que personne ne peut comprendre que des choses puissent se détériorer comme ça et que l'ennemi se prend dessus sur nos forces armées de la République pendant qu'ils sont là, avec tous les moyens, par exemple, des Nations Unies, les armes, les munitions de haute facture qu'ils détiennent, et qu'ils soient incapables d'arrêter cette aventure de l'armée rwandaise sur notre sol, mais également ce gouvernement-là qui était capable
je dirais, ou en fait autorise ou permet, de par sa faiblesse, son incompétence, à cette évasion rwandaise de continuer à faire du n'importe quoi sur notre sol. Vraiment, nous qui sommes des patriotes, qui nous sommes toujours battus pour la paix dans notre pays, et surtout à l'Est, nos cœurs sont en train de saigner à cause de tout ce que nous sommes en train de voir, et nous manquons à quel sens c'est voué, franchement. Et la population semble être abandonnée, ce qui est inacceptable. Il va falloir que nos autorités quand même puissent se ressaisir et jouer convenablement leur rôle. Nous croyons encore à eux, mais nous disons que quand même ce qui est en train de se passer, ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas à mesure de gouverner la République. Et donc, s'ils ne sont pas à mesure, au lieu de laisser que le pays puisse être envahi par les adversaires, les Rwandais, les Ougandais, qu'ils démissionnent tout simplement et remettent le pouvoir, si possible, aux citoyens congolais de père et de mère qui seraient capables alors de pouvoir remettre l'autorité de l'État à sa place, tout simplement. Il y a les contingents de la MONUSCO qui renforcent leurs soldats à Kanyabayonga pour que cette commune ne puisse pas tomber entre les mains des rebelles, des terroristes du M23. Et comment vous analysez ce renforcement des soldats de la MONUSCO? Tout ce que nous souhaitons est que ce renforcement ne soit pas juste une façon de nous voiler la face et d'ouvrir d'une autre manière la porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse atteindre, par exemple, les Lubero. Nous voulons bien voir ces contingents être à même de mater ces rebelles du M23, de les chasser sur notre sol, en fait de permettre à l'État congolais de pouvoir récupérer toutes ces parties occupées par eux et restaurer l'autorité de l'État pour l'intérêt de la population nord-kivusienne. Oui, État qui est fils de l'Est du Nord Kivu, il y a un dialogue qui sera peut-être tenu par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, un dialogue direct avec Kigali. Pensez-vous que vraiment ce dialogue nous aidera vraiment à avoir la paix durable ici à l'Est? La question que je me suis toujours posée, il faut combien de dialogues pour que M. Kagame et tous ceux qui nous agressent régulièrement comprennent que les Congolais n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la sécurité. Pour qu'ils développent leur pays, il faut combien de dialogues. Et nous allons dialoguer avec Kagame sur quel terme de référence. Parce que, en fait, il a toujours dit que l'M23 n'est pas une question rwandaise, si c'est une question congolaise, mais il appartient aux Congolais de régler leurs conflits comme fils d'une même famille. Je ne vois pas pourquoi Kagame peut venir se retrouver dans cette situation. Et je crois que c'est aussi de notre faiblesse. Kagame sait beaucoup jouer de nous et nous l'avons toujours laissé cet art de se jouer de nous, de se moquer de nous. Nous devons montrer que nous sommes aussi garçons comme lui. Nous portons des pantalons comme lui et nous avons des capacités. Le problème, c'est en fait l'absence d'une gouvernance responsable dans notre pays, mais sinon, je ne vois pas les petits Rwandais marcher sur un grand Congo, un pays qui est presque tout un continent, et donc nous devons réfléchir autrement. Je crois que Félix Tshisekedi doit vraiment se réserver de pouvoir ouvrir n'importe quel dialogue avec ces gens, de peur qu'il aille encore conclure d'autres accords qui deviendront un problème et une charge pour la République
République démocratique du Congo. Donc, nous devons faire très attention avec ce genre de dialogue et nous organiser pour en fait, ouvrir le feu sur ces petits Rwandais et permettre à ce que en fait, les gens puissent aussi commencer désormais à nous respecter comme une nation. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien, Monsieur Jean-Paul Ngahangondi. Avez-vous, si aujourd'hui on vous demande de donner conseil au chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que vous lui direz? Bon, personnellement, je crois que Tshilombo connaît ce qu'il est appelé à faire. Seulement, il ne veut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Lui-même connaît les raisons. Parce que vous êtes sans ignorer qu'un moment, après qu'il soit pour la première fois investi par la Cour constitutionnelle pour diriger le pays, il avait fait appel à ces criminels alors qu'ils étaient déjà défaits. Il avait fait appel à eux. Ils ont réalisé à Kinshasa plus de 6 mois. On ne sait pas de quoi ils étaient en train de parler. Et du coup, de leur sortie à Kinshasa, ils ont commencé à nous attaquer. Donc il y a des choses qui nous dépassent, mais nous disons le pays nous appartient, nous devons quand même, nous avons le droit d'analyser certaines questions et de mettre nos avis, parce que le pays ici, nous n'en avons pas deux, il n'y a que la RDC, c'est notre bien commun, que ce soit ceux qui sont dans la majorité et nous qui sommes dans l'opposition, et nous devons sauvegarder à tout prix, je dis bien à tout prix, notre bien commun, là qui est la RDC. Et donc, le chef de l'État, lui qui est le garant de la sécurité de cette population, c'est bien, il a l'obligation de réorganiser notre armée, d'appuyer cette armée matériellement et pour que cette armée soit à même de jouer son rôle. Elle est une armée forte. Nous commençons ses capacités. Seulement, elle est en train d'être détruite par la politique qui ne veut pas prendre à charge d'une manière responsable cet outil de la protection de l'intégrité territoriale congolaise. Donc, le chef de l'État, tout ce que je peux lui dire, c'est de voir comment il peut jouer son rôle. Il connaît ce qu'il est appelé à faire pour que notre armée puisse être capable de faire face à ces envahisseurs. Jean-Paul Ngahangondi, sincèrement, nous vous disons merci. Mais pouvez-vous avoir un petit mot aux internautes qui vous suivent dans la diaspora, puisque beaucoup de Congolais, en tout cas, sont malades à cause de ce qui se passe ici à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message juste aux Congolais qui vous suivent dans la diaspora? Je veux dire à tous les Congolais, mes compatriotes congolais, que nous devons comprendre que notre maison est en train de brûler et que ce n'est plus le temps de continuer à réfléchir sur des partages de pouvoir à Kinshasa, alors que la situation va de mal au pire. Nous devons d'abord réfléchir sur comment sauver les restes que nous avons encore pour que nous puissions nous rassurer que nous avons chassé le serpent de notre maison et après revenir maintenant sur des questions liées à des postes ministériels et consorts tels que nous sommes en train de suivre à Kinshasa, où en tout cas on constate que les gens ne réfléchissent plus le pays, ils réfléchissent leurs intérêts. Comment pouvez-vous comprendre par exemple chez nous à Beni que dans moins de 2 semaines, qu'on puisse arriver à tuer une affaire de 400 et quelques de personnes et que Kinshasa, Patrick Mouyaya, lui qui est le porte-parole du gouvernement, soit incapable de faire ne fût-ce qu'une déclaration pour condamner ce qui se passe dans la région de Beni et à Ituri, où les ADF sont en train de consumer, sont en train de tuer les compatriotes, sont en train de brouiller les vies humaines. Donc c'est quand même révoltant, comme si nous ne sommes pas Congolais comme les autres et que nous n'avons pas droit à la vie. Et bon, donc je demande à tous mes compatriotes congolais, de diaspora,
de pouvoir avoir un regard regardant sur ce qui se passe au pays, parce que c'est chez eux, ils sont là où ils sont, ce n'est pas chez eux, ils finiront par rentrer. Mais lorsque on peut fermer les yeux sur ce qui se passe dans ce pays, et que par après le pays est finalement entre les mains des envahisseurs, quel avantage on aura à ce moment-là gagné? Donc, on ne pense pas que ce qui se passe au pays, qui ne pense pas que ce qui se passe au pays ne les concerne pas, ça leur concerne. Vraiment, continuons à nous battre ensemble aux côtés de nos autorités, aux côtés de nos services pour sauver le pays qui reste. Merci. Merci beaucoup, Japolo Gahangonde. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien avec Japolo Gahangonde, député honoraire provincial de Beni territoire. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.